Sylvain Yard, Florian Masson et Hugues Bauer du BRGM lèvent le voile sur les dessous de la capitale. Alors, je ne sais pas si vous avez une idée de ce qu'est le point commun entre toutes ces images. En fait, le point commun entre toutes ces images-là, c'est le sous-sol. Vous êtes pour la plupart tous venus par le métro, donc vous avez déjà circulé dans le sous-sol. Mais ensuite, ces autres activités, on a tendance à pas trop les connaître. Donc, Et oui. voilà. En effet, il y a sous nos pieds plus de 2000 mètres de strates empilées les unes sur les autres, et les plus anciennes ont 250 millions d'années. Quand on creuse sous Paris, on va rencontrer différents types de roches, successivement des sables, du gypse, du calcaire, de l'argile, de la craie. Alors je ne sais pas si vous savez à quoi servent ces matériaux, mais si vous regardez autour de vous, eh bien pour les constructions, on a besoin effectivement du sable pour faire du verre ou du béton, du gypse pour le plâtre, du calcaire pour les pierres à bâtir et l'argile pour les tuiles. Savez-vous par exemple que pour construire Notre-Dame, on a exploité le calcaire dans des carrières qui sont aujourd'hui dans le 12e arrondissement. Alors depuis l'incendie, il faudra remplacer certaines des pierres qui sont abîmées, et c'est en Picardie qu'on va aller les chercher. Il est évidemment hors de question de rouvrir des carrières aujourd'hui à Paris. Et dans le nord de la capitale, eh c'est au but de Chaumont et à Montmartre qu'on a exploité pour le gypse. Il faut savoir que la moitié de l'eau que vous consommez à Paris provient des nappes souterraines. Alors il y a la nappe phréatique, c'est la première des nappes qu'on rencontre quand on creuse dans le sous-sol, mais il y en a des plus profondes. Est-ce que vous avez une idée à quoi elle ressemble ? Je sais pas, je dirais une rivière souterraine, peut-être. Et non. En fait, les nappes souterraines, ce sont les parties de les roches qui sont gorgées en eau, un peu à la manière d'une éponge. Alors, je vous disais, on en rencontre à différentes profondeurs. Et sous Paris, on est allé creuser jusqu'à 600 mètres de profondeur dans des sables pour trouver de l'eau potable. Et on a fait une découverte. Laquelle ? Eh bien, à cette profondeur, non seulement l'eau est potable, mais en plus, elle est chaude. Alors, 27 degrés, pas de quoi faire un spa. Mais en 1963, on a eu la bonne idée de s'en servir pour chauffer la maison de la radio. C'est ainsi qu'est née la géothermie. Alors aujourd'hui, on va même creuser plus profondément jusqu'à 2000 mètres pour trouver de l'eau plus chaude. Et ça nous permet de chauffer des grands quartiers comme celui de la Villette ou même l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Il y a plein d'utilisations alors à ces sous-sols. Depuis quand ça date, tous ces usages des sous-sols ? Eh ben, faut savoir en fait que les premières utilisations du sous-sol, elles datent du néolithique. Donc la période qu'on voyait avant avec l'objet mystère, où on exploitait du silex et on n'hésitait pas à creuser dans le sous-sol justement pour aller en chercher. Ensuite, au fur et à mesure du temps et des époques, les besoins ont évolué et comme le disait tout à l'heure Hugues, on a cherché d'autres matériaux, donc du calcaire, du gypse, pour construire des bâtiments. Et par là, au fur et à mesure du temps, on s'est retrouvé avec des quantités de carrières souterraines abandonnées et donc des quantités de souterrains vides non exploités. Et là-dessus, les Parisiens ont été très doués pour les réutiliser au fur et à mesure des époques, que ce soit de manière légale, plus ou moins légale en fait. Donc si on prend l'exemple du 15e arrondissement, qui n'est pas très très loin d'ici, l'une des premières utilisations qui a été faite des carrières abandonnées, c'est les réexploiter en tant que village troglodyte. Donc aménager des habitations dans des portions de carrières, donc en creusant des placards dans les parois et dans certains cas en aménagement même des cheminées. Et alors tu nous as parlé d'usages moins légaux, tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, alors pour les usages moins légaux, il faut avancer un peu plus dans le temps et se rapprocher de la période de la Révolution française. Où là, il faut savoir qu'à cette époque-là, certains produits, comme l'alcool, étaient taxés à l'entrée dans Paris. Et il y avait ce qui s'appelait les barrières d'octroi, où les gens payaient une taxe. Et pour contourner ça, en fait, des contrebandiers ont eu l'idée d'exploiter les centaines de kilomètres qui se trouvaient de galeries vides sous Paris pour faire entrer en douce de l'alcool. Et donc, il y a eu une gigantesque partie de cache-cache sous Paris entre des contrebandiers et la police. Donc, quand la police attrapait des contrebandiers et découvrait des routes, ils fermaient ces accès-là et les contrebandiers avaient juste à exploiter une autre partie des carrières souterraines pour entrer sans payer. Eh ben, il y en a eu d'autres, des utilisations un peu bizarres comme ça, des carrières après la Révolution ? Après la Révolution, oui. Si on avance encore un peu dans le temps et qu'on se rapproche du 19e siècle, on va de la fin du 19e siècle, non que je ne dise pas de bêtises, 1800, début des années 1800, on a la naissance de ce qu'on voit ici, les champignons de Paris, où la méthode pour les exploiter en souterrain est née sous Paris, et plus précisément à la limite entre le 14e et le 13e et le 14e arrondissement.
En fait, c'est un maraîcher qui s'appelait Chambry, qui un jour a décidé de descendre dans un puits de carrière qui se trouvait sous ses jardins et qui a découvert en fait un magnifique essaim de champignons de Paris sur un tas de fumier de cheval. Il les a ramassés et les a mangés. Et il a trouvé ça tellement bon qu'il a décidé d'arrêter toutes ses activités de maraîcher pour se consacrer uniquement à la culture de champignons en souterrain. Ensuite, cette activité elle a perduré au fil du temps, puisqu'aujourd'hui, on retrouve encore une seule champignonnière à Paris, qui n'est plus dans les carrières, mais qui se trouve dans le parking d'un HLM du côté de la porte de la Chapelle. Et c'est génial ça, et on peut les visiter, tous ces souterrains? Malheureusement, non, on n'est pas autorisé à descendre en tant que particulier dans les carrières, c'est strictement interdit. Mais il y a encore un endroit où on peut y descendre, c'est du côté de la place d'Enfer-Rochereau, dans les catacombes, qui ont été aménagées à la fin du 19e siècle pour accueillir les ossements en fait, des cimetières de Paris quand ils sont devenus pleins à craquer. Ça débordait et donc il a fallu stocker quelque part et on s'est servi des vides présents sous Paris. Et donc, comme je le disais, c'est strictement interdit de descendre maintenant dans les carrières, hormis certains endroits encadrés pour des raisons de sécurité. Alors, justement, à propos de sécurité, en fait, Paris est un vrai gruyère. C'est pas un problème, ça, Sylvain ? Alors, ça peut être un problème, mais heureusement, toutes les cavités ne s'effondrent pas. Alors, par contre, certains ont peut-être entendu parler de la catastrophe de Clamart. Voilà, on a des outils pour étudier les cavités, et notamment ce petit scanner qui nous aide à avoir des cartographies 3D des cavités qui nous permettent d'étudier les risques. Mais surtout, ce qu'il faut garder en tête, c'est que ces cavités sont un patrimoine, comme ce que nous a expliqué Florian. Ces cavités sont un témoin de l'histoire de nos villes qu'il faut considérer comme un patrimoine à sauvegarder et à valoriser. Alors là, pour aujourd'hui, on ne va pas pouvoir vous emmener dans une vraie cavité, mais demain, retrouvez-nous sur notre stand derrière pour une visite en réalité virtuelle d'une cavité souterraine. Florian Masson et Hugues Bauer. Venez me rejoindre au Forum des Sciences. On va continuer la discussion. Sylvain Yart, c'est vous. Vous êtes ingénieur au BRGM. Vous êtes sur la gestion des risques souterrains. Donc c'est vous qui allez nous dire qu'il ne faut pas s'inquiéter, que ça ne va pas nous tomber sur la tête ou alors qu'on ne va pas tomber dans les trous. Vous, Florian Masson, vous êtes aussi au BRGM, vous êtes technicien aussi sur la gestion des risques souterrains. Et Hugues Bauer, vous êtes géologue. Et c'est vous qui, en gros, dites là, ce que vous voyez, c'est telle roche, ça, c'est telle roche, ou qui est là en prélève. On va passer un petit moment, on n'a pas beaucoup de temps, je suis désolé, et vous avez commencé à parler de cet objet. Et moi, j'aimerais bien comprendre à quoi il sert. Vous avez dit que c'était quoi, Sylvain ? Alors c'est un scanner laser 3D. Oui. C'est un petit objet avec lequel on se promène dans les cavités, donc les anciennes carrières auxquelles on peut encore accéder. Et c'est un outil qui va nous permettre d'avoir un modèle 3D très précis de ces cavités pour évaluer le risque lié à ces cavités, donc définir les endroits où elles risquent de s'effondrer et si on a des bâtiments au-dessus. Alors on va mettre des images pendant qu'on continue d'essayer de comprendre comment ça marche. Le but, c'est de l'emmener avec soi dans la cavité, donc il faut y aller. Donc vous prenez extrêmement beaucoup de risques tous les deux. Alors le truc, c'est que justement on va dans les cavités où on sait qu'on va sortir vivant a priori. Oui, mais Florian, vous m'avez dit que pour savoir si c'est dangereux, il faut utiliser le scanner. Donc à un moment, il faut... Ça dépend vraiment de... Il y a certains secteurs de carrière où on va justement pas aller. Parce que de visu, on voit tout de suite que ça... C'est pas engageant. Quand on voit que le plafond de la carrière, il y a des énormes fissures, il y a plein de blocs au sol, on n'y va pas. On préfère laisser de côté, se mettre en bordure. On peut quand même, grâce à la portée de l'appareil, scanner une partie de la zone dangereuse. Mais on fait quand même attention à nous. Il y a une image derrière vous, mais qui n'est pas l'image du scanner, qui est l'image d'une galerie. Donc on tient l'appareil comme ça devant soi et on marche. Et après, on a une acquisition de toutes les données qui sont simplement autour de nous ou ce qui est à travers les murs. Est-ce que ça va plus loin que ce qu'on voit à la cavité ? Non, ça reste ce qu'on voit en fait autour de nous. C'est comme ce que va lever l'appareil, c'est ce qu'on voit nous en fait quand on se déplace dans la carrière. Il ne va pas voir à travers les murs. Ouais. Si jamais il y a une autre carrière derrière, une autre galerie derrière un mur à côté de nous, il va falloir qu'on rentre dans cette carrière-là pour la voir. Donc en fait, pour l'utiliser et pour cartographier les souterrains, il faut aller faire des randonnées souterraines. C'est ça. Partout où vous êtes passé, vous avez la trace. C'est ça. Donc des fois, on passe toute la journée à marcher sous terre. Ouais.
Voilà. Ah oui, ça peut durer toute la journée? Oui, 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 ça arrive. Des fois, on rentre à 8h du matin, on ressort à 18h en faisant pique-nique sous terre. Ah oui, pas mal. Hugues Bauer, est-ce que toutes les grandes villes en France ont des souterrains ou ont exploité le souterrain pour aller chercher des pierres et se construire? Exactement. Ah oui. Oui, c'est vrai que toutes les grandes villes ont besoin de matériaux pour se développer. Où est-ce qu'elles vont chercher ce matériau? Évidemment, juste le plus proche. Donc généralement, les carrières sont ouvertes en périphérie des villes. Et puis elles sont poursuivies en souterrain. La ville, en s'agrandissant, va venir recouvrir ces anciennes carrières. C'est comme ça qu'on en trouve sous Paris aujourd'hui, qui était exploité à l'époque de Notre-Dame. Et donc, on a vu qu'elles pouvaient être réutilisées après pour d'autres objectifs. Donc c'est en ça que c'est un patrimoine vraiment intéressant, historique. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, toujours pour alimenter la région parisienne, en Ile-de-France, il y a pratiquement une centaine de carrières qui sont ouvertes et qui fournissent les matériaux. Alors on a vu que Florian et Sylvain allaient faire des randonnées souterraines. Est-ce que vous allez aussi dans ces carrières, dans ces anciens souterrains pour faire des prélèvements ou faire de la recherche tout simplement? Oui, tout à fait. Ces endroits, ces carrières sont des endroits privilégiés pour observer les roches vraiment à nu. Et donc les géologues ont l'habitude effectivement de faire des relevés, des prélèvements dans ces endroits. Il faut savoir que Paris, Lutèce, de son ancien nom, a donné son nom justement à l'étage géologique qui s'appelle le Lutétien et dont la coupe de référence se trouve justement dans les carrières souterraines de Paris. Alors il y a quelque chose qui se passe et qu'on va décrire qui se passe juste derrière, là-bas c'est au stand du BRGM, c'est qu'on peut voyager en réalité virtuelle à travers vos balades dans les souterrains. On met un casque et on... Est-ce que maintenant, aujourd'hui, la VR, la réalité virtuelle, c'est un objet qui va vraiment nous servir de plus en plus à étudier le monde 3D souterrain? Parce que quand on est sur une carte, on n'a pas les épaisseurs. Sylvain Yart. Alors, effectivement, c'est un objet qu'on utilise, une technologie qu'on utilise de plus en plus. Ouais. C'est pour tous les aspects scientifiques, c'en est encore à ses prémices. Par contre, pour les aspects sensibilisation et partage de l'information avec le grand public, c'est quelque chose qui est extraordinaire et comme techniquement le milieu souterrain c'est un milieu où tout le monde ne peut pas aller, ça permet de faire ressortir le milieu souterrain à la surface et de montrer au plus grand nombre ce qu'on voit et ça, rien que ça, c'est extraordinaire. Mais pour l'instant c'est plus sur des aspects patrimoine et valorisation que sur des aspects purement scientifiques. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus nous raconter votre vie souterraine.